Donc effectivement, je m'occupe d'un institut de formation aussi, l'Institut Utile qu'on voit en bas à droite, mais ce qui concerne plutôt le harcèlement, c'est sur ma chaîne YouTube que j'exprime des choses régulièrement. La chaîne s'appelle Comsy, dans la série ressources gratuites. Et puis, j'ai fait un site qui s'appelle lejeu-de-l'idiot.com, qui parle justement de la méthode que j'essaie de développer par rapport au harcèlement. Voilà, avec un certain nombre de conférences qui ont été filmées, de podcasts, etc., pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur la méthode elle-même, parce que cette méthode s'appelle le jeu de l'idiot. Euh, et, et puisqu'on est dans un séminaire de systémiciens, et, euh, et puis qu'on parle de colère, j'ai trouvé que c'était un angle intéressant pour parler de cette approche et pour parler de ce qui sous-tend un petit peu cette approche. Donc, plus que d'écrire en soi ce que je fais avec les enfants, qui est autre chose, qui est le côté plus pragmatique, mais finalement, qu'est-ce qui se passe avec la question de la colère? Et donc, du coup, un titre un petit peu provocateur, hein, de quoi le harceleur est-il victime? C'est aussi un clin d'œil à la systémique et à tous ces paradoxes relationnels qu'on essaye de détricoter, de remarquer, puis de contrer. Comme bah, justement le paradoxe de l'aide, effectivement, j'ai les meilleures intentions du monde, je t'aide parce que je t'aime, et en même temps, je t'aide en te soulignant que tu n'en es pas capable. Et c'est un des grands paradoxes qui se passe dans le harcèlement. Et la notion de harceleur et de victime est aussi quelque chose, c'est un... alors effectivement, les solutionnistes tiennent beaucoup au vocabulaire qu'ils emploient. Le mot harceleur et victime finit par faire partie du problème, parce qu'il nous éloigne d'une vision systémique et d'une vision relationnelle du phénomène de harcèlement, puisqu'il nous met avec d'un côté les méchants, de l'autre côté les gentils, et donc il y a des gens qui finissent par être de plus en plus décrits comme méchants par nature. Les personnes qui sont dans les approches les plus radicales contre le harcèlement, quand ils vous décrivent les harceleurs, vous avez vraiment l'impression de voir une description de psychopathe, quoi, de sociopathe. Et à l'inverse, des personnes qui seraient un peu condamnées à subir les choses. En réalité, je dis souvent que tous les experts du harcèlement, même quand ils sont complètement pas d'accord entre eux, il y a au moins une chose sur laquelle ils sont d'accord, bizarrement. Par exemple, les définitions du harcèlement, il y en a plein, plein, elles sont différentes, tout le monde n'est pas d'accord sur la définition, etc. Mais il y a une chose qui est constante dans toutes les définitions que je connais, c'est le caractère répétitif du harcèlement. S'il y a une fois un échange agressif entre deux personnes, c'est pas du harcèlement, c'est une agression. Ça ne veut pas dire que c'est pas embêtant, ça ne veut pas dire que c'est pas gênant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais en tout cas, c'est une agression. Mais je crois que tous les experts du harcèlement sont d'accord sur l'idée que le harcèlement, c'est répétitif, c'est pas qu'une fois. Donc évidemment, quand un comportement est répétitif, en systémicien, on se doit de penser que si un comportement est répétitif entre deux personnes, bah, c'est que c'est une relation, c'est un type de relation qui s'est établi entre eux, et que cette relation, elle est alimentée. Elle est alimentée par les deux parties, qui se mettent à refaire toujours plus de la même chose. Et le fait de penser le harcèlement de cette manière nous explique un peu pourquoi il a lieu, il nous montre un peu comment on peut faire pour s'en sortir. Donc voilà, il reste à ajouter à ça l'ingrédient de la colère, et puis nous avons de quoi parler dans un séminaire de systémique, de harcèlement et des raisons de la colère. Donc les raisons de la colère du harceleur aussi. Pourquoi le harceleur est-il tellement en colère? Pourquoi la victime est-elle tellement en colère? Pourquoi le harceleur est-il tellement en colère? Euh, Cliniquement, alors je vais reprendre. Voilà. Cliniquement, le harcèlement, il n'y a pas de signe pathognomonique du harcèlement. Quand on regarde ce qui se passe pour les personnes qui sont harcelées, souvent ce qu'on entend, c'est les gens harcelés n'en parlent pas. Les enfants harcelés n'en parlent pas assez, il faudrait qu'ils en parlent. Et puis on essaie de les pousser à ça. Parle-en, ne reste pas seul, il faut que tu en parles. Parce que le harcèlement, c'est une clinique du silence, euh, dans le sens où déjà il y a ce silence qui occupe les victimes en général, les victimes de quoi que ce soit, ont en général du mal à parler de ce qui leur arrive parce qu'elles ont honte de ce qui leur arrive. La honte de parler de ce que je subis, c'est totalement commun. Cette culpabilité paradoxale de ce qu'on me fait est totalement commun pour tous les gens qui s'occupent de trauma, les gens qui s'occupent de toutes les choses de maltraitance, de toutes les choses qu'on subit. Mais il y a un petit quelque chose en plus dans le harcèlement. Il y a aussi du silence par peur des représailles. Si je suis, si je parle et que les adultes s'en mêlent pour résoudre mon problème de harcèlement, alors le harceleur qui aura été puni voudra se venger. Et donc, je vais subir encore plus si jamais j'en parle et que je demande aux adultes de s'en mêler. Entre parenthèses, il faut être déconnecté du terrain pour ne pas donner raison aux enfants sur ce point. C'est un fait que si vous en parlez et qu'il y a une punition, il y aura une envie de vengeance. Et cette vengeance, elle est animée par de la colère. Je vais essayer de faire le lien au maximum avec la thématique de la colère parce que je pense que c'est effectivement un sujet tout à fait central. Quelqu'un qui est en colère, il n'a pas tendance à mieux aimer
l'autre personne et il n'a pas tendance à mieux la traiter. Nous avons une tendance à traiter les autres personnes selon les émotions qu'ils nous inspirent. S'ils nous inspirent de la colère, on a tendance à moins bien les traiter. Si quelqu'un vous énerve, vous n'avez pas spécialement envie d'être gentil avec lui. Inversement, si quelqu'un est gentil avec vous, vous n'avez pas spécialement envie d'être méchant contre lui. Enfin, sauf si les psychopathes sont dans la salle. Évidemment, eux peut-être. Mais sinon, globalement, non, vous n'avez pas envie d'être méchant avec quelqu'un de gentil. Le reste, les signes du harcèlement ne sont pas caractéristiques. Il y a des signes anxieux qui peuvent aller jusqu'à la phobie scolaire, jusqu'à des idées suicidaires. Il y a des signes de régression, des enfants qui reviennent un peu en arrière, des enfants qui se remettent à jouer à des jeux de bébé, voire un retour du pipi au lit, des choses comme ça. Des signes d'isolement, donc des enfants qui jouent moins avec les autres, qui jouent moins avec leurs frères et sœurs, qui veulent plus trop parler. Des troubles somatiques, fonctionnels, avec des maux de ventre, de l'eczéma, de l'asthme, plein de choses, qui régressent la première semaine des petites vacances scolaires et qui augmentent la deuxième, n'est-ce pas? Mais tout ça, c'est des signes atypiques, il n'y a pas de signes caractéristiques et pathognomoniques. Ces signes-là peuvent nous faire interroger l'enfant un petit peu plus loin pour lui demander comment ça se passe avec les autres à l'école. Ça, c'est sur la partie clinique. Et donc, quand on veut s'attaquer au harcèlement, bah, on pourrait se dire, voilà, bah, il y a trois ingrédients finalement. Il y a un harceleur, il y a un harcelé, et puis il y a une école. Et donc, en fait, on devrait faire changer un de ces trois ingrédients et on pourrait faire changer le harcèlement. On pourrait apaiser le harcèlement en changeant un des ingrédients qui le constituent. La plupart des méthodes qui existent et qui sont promues, la plupart des approches, on va dire, plutôt que méthodes, ce sont des approches qui visent à changer l'école. La plupart visent à changer l'école et à en faire un endroit dans lequel les agressions n'auraient plus lieu. C'est ça l'idée. Et dans ces cas-là, vous allez trouver toujours un triptyque dans les approches pour changer l'école qui propose en gros qu'il faut parler, il faut dire les faits, il faut les dénoncer, il faut parler à un adulte, parler aux autres, il faut dire et faire savoir qu'il y a des violences verbales qui ont lieu. Je dis bien violence verbale dans le sens où je parle de harcèlement, hein. D'accord? Je parle pas de coups et blessures, de tentatives de meurtre, je parle pas d'agression sexuelle, de viol, je parle pas de ces violences-là. Je parle du harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, dans la majorité des cas, est verbal. Et quand il est physique, il donne pas lieu à des blessures. Le harcèlement scolaire physique, c'est des poussées, des bousculades, des pichenettes, des croche-pattes, des renversés d'affaires. C'est beaucoup plus rarement des attaques au couteau, des fractures ou des agressions sexuelles. Et dans ce cas-là, de toute façon, on sort du domaine du harcèlement. Donc, je parle bien du harcèlement. Et ce qui nous est demandé dans le harcèlement, donc, c'est de dire, de dénoncer. L'idée qu'il faut protéger et soutenir les victimes. Et l'idée qu'il faut punir les agresseurs. Il faut les sanctionner. Alors, parfois, on va nous dire que c'est pour les dissuader. Parfois, on va nous dire que c'est pour les éduquer. Mais dans tous les cas, c'est ce qu'on va nous demander de faire. Et c'est ce qui se passe en fait, hein, quand on dit qu'il faut en parler à un adulte, on sait ce qui va se produire après. C'est l'adulte qui va dire, eh ben, écoute, je vais t'aider, je vais te protéger, et en même temps, je vais punir ceux qui t'embêtent, et ça va les dissuader. Alors, le problème que nous avons, c'est que ça ne marche pas. Voilà, on a quelques éléments scientifiques. Je pourrais je pourrais en souligner beaucoup. Je ne sais pas si j'en ai mis. Oui, il y a beaucoup d'études qui ont montré une faible efficacité. Vous voyez, alors je vous détaille pas tout, et 14%, 20%, enfin, inefficace. Il y en a même une assez marrante là en bas de la page, c'est des résultats positifs pour les enseignants, mais pas pour les élèves. Voilà, donc quand on fait ce genre de méthode, les profs vont mieux. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que la personne qui est à l'origine de toutes ces méthodes punitives, le chercheur psychologue suédois Dan Olweus, qui a travaillé là-dessus depuis les années 80 et qui a été à l'origine de la majorité des méthodes appliquées dans le monde et des lois anti-harcèlement, il avait fait une première étude dans laquelle il avait 50% d'efficacité, donc un cas sur deux de harcèlement qui se poursuivait quand même. Et ces 50% n'ont jamais pu être reproduits. Et je cite souvent cette étude à titre d'exemple, si je devais en citer qu'une, ce serait celle-ci. Alors elle commence à dater, elle a une dizaine d'années, mais c'est une énorme étude. Il y avait plus de 50 000 élèves testés aux États-Unis avec des approches anti-harcèlement de ce genre. Et on a un résultat totalement paradoxal. Donc vous pouvez voir en bas, pour ceux qui lisent pas l'anglais, je traduis. Étonnamment, les programmes de prévention ont eu un effet négatif sur la victimisation entre pairs. La victimisation entre pairs, c'est le nom savant qu'on donne au harcèlement, hein. Contrairement à notre hypothèse, les élèves qui fréquentaient des écoles avec des programmes de prévention du harcèlement étaient plus susceptibles d'avoir expérimenté la victimisation entre pairs comparé à ceux qui étaient dans des écoles sans programme de prévention du harcèlement. Donc, les programmes de prévention du harcèlement peuvent aggraver le problème. Donc effectivement, encore une fois, pour les systémiciens qui sont dans la pièce, quand quelque chose se passe et que le problème s'aggrave,
On peut penser que c'est plutôt la tentative de solution qui a aggravé le problème. On devrait du moins penser ça. On a peut-être perdu le contact quand on est plongé dedans, quand on apprend les thérapies depuis longtemps, on a perdu le contact avec la force de cette idée, je trouve. La force de cette clé de voûte des modèles systémiques. Mais on voit bien quand on voit les gens qui n'y sont pas du tout, du tout, du tout sensibilisés, à quel point ça peut être une tâche harcèlement. On fait toujours plus de la même chose, toujours plus dans la répression, malgré tous les vœux pieux, malgré tout ce qui est fait à côté, malgré des programmes qui ne sont pas répressifs dans l'ensemble, comme le programme phare, la préoccupation partagée, etc. en France, pour ceux qui la connaissent, malgré cela, parallèlement, il y a toujours plus de lois, plus de répression, et les dernières évolutions en date, elles vont vers encore plus de sanctions et de répression, et notamment en France. Parallèlement, assez bizarrement, à d'autres choses. Mais donc, il y a vraiment une fuite en avant, il y a vraiment un toujours plus de la même chose, et qui ne marche pas. Mais même sans les statistiques, avec un tout petit peu de raisonnement psychologique, clinique, relationnel, nous aurions pu savoir que ça ne marchait pas. Pourquoi? Bah parce qu'il y a toujours un message digital et analogique, n'est-ce pas? Donc le message digital que reçoit la victime, c'est je vais t'aider, je vais te protéger et je vais m'occuper à ta place de résoudre le problème. Et en même temps, le message analogique qui est reçu, bien évidemment, c'est ben, je vais le faire parce que tu n'en es pas capable, je vais le faire parce que tu te sens impuissant, donc c'est l'impuissance qui domine, hein. Tu te sens impuissant face à ton problème. Eh bien, effectivement, tu l'es et il va falloir que quelqu'un d'autre le fasse. Et ce message, il est donné avec les meilleures intentions du monde, effectivement, avec l'intention de protéger les enfants. Et pourtant, le message est tout à fait reçu par les enfants qui se sentent impuissants. Seulement, le problème, c'est que comme aucun agresseur n'est assez stupide pour faire du harcèlement sous les yeux d'un surveillant, il le fera en dehors de la présence des adultes. Et donc, évidemment, si la seule solution au problème, c'est qu'un adulte soit là pour un problème dans lequel, par définition, l'adulte n'est pas là, eh bien, ça aggrave le problème, évidemment. Sans compter que les harceleurs aussi reçoivent un message digital et analogique. Ils reçoivent un message digital qui est, ben, c'est interdit de faire ce que tu fais, tu n'as pas le droit de t'en prendre aux autres de cette manière-là, il ne faut pas se moquer des gens, il ne faut pas pointer leurs différences de cette manière, il ne faut pas que tu sois méchant, il faut que tu arrêtes d'être méchant, sinon tu peux être puni pour ça. Mais le message analogique, c'est aussi, si tu cherchais la victime qui ne sait pas faire face, bah, je crois que tu l'as trouvé. Si tu cherchais quelqu'un qui ne sait pas faire face aux agressions, bah, il te suffit de pas te faire choper et tu pourras le réembêter. Et c'est exactement ce qui se passe. Le harcèlement diminue très peu depuis qu'on a mis en place des méthodes punitives. Le cyberharcèlement augmente. Ce serait un petit peu trop simple de condamner juste Internet pour ça, puisque la plupart déjà des gens qui sont cyberharcelés le sont dans la vraie vie. Euh, et puis parce que de toute façon, ça ne va pas s'arrêter comme ça, Internet. Mais c'est aussi devenu un refuge et un exutoire pour tous les gens qui se sentent sous surveillance à l'école. Derrière l'anonymat de nos écrans, dans un horaire où l'école n'est plus censée être impliquée, bah, ça devient très facile de cyberharceler et c'est une véritable flambée. Sans compter ce que je disais tout à l'heure, ça leur donne envie de vengeance. Ça déclenche de la colère chez l'agresseur qui a été injustement puni et une vision très binaire et absolument pas relationnelle. Voilà, pour planter un petit peu le décor de ce qui fait que ces approches majoritaires ne marchent pas. Il existe des approches centrées sur essayer de faire changer les agresseurs. Je ne le détaille pas ici parce que ce pas des méthodes qui sont utiles à des thérapeutes. La préoccupation partagée n'est pas une méthode qu'on va pratiquer à notre cabinet. Il y a des méthodes non punitives qui ont lieu dans les écoles, qui sont enseignées beaucoup en France par les deux messieurs qui ont signé ce livre, notamment Jean-Pierre Bellon, Bertrand Gardette, qui enseignent la préoccupation partagée, méthode très intéressante dans laquelle on va essayer de casser les effets de groupe d'un groupe, avec une approche non punitive, avec une approche de justice restauratrice, qui ne cherche pas la punition, qui cherche de l'aide auprès des agresseurs pour que la situation s'apaise. Une approche extrêmement intéressante qui a des points très positifs et une certaine efficacité qui, pour moi, a le même défaut par contre. Enfin, elle a un défaut en moins, c'est bien, c'est qu'elle n'est pas punitive. Par contre, elle est, pour moi, incomplète dans le sens où elle ne dit toujours pas à la victime ce qu'il faut qu'elle fasse. Vous sortez de là malgré tout avec l'idée que ce qu'il faut que vous fassiez, c'est confier le problème à des adultes qui vont le régler à votre place. Alors pourquoi est-ce que je voudrais absolument que ce soit les enfants, les victimes eux-mêmes qui règlent le problème? Alors déjà, encore une fois, parce que ça aggrave les choses, ça les met dans l'impuissance. Euh, mais aussi pour deux raisons qui me paraissent importantes. La première, c'est que faire face à l'agressivité verbale est quelque chose d'inévitable dans la vie. Il faut équiper les enfants pour qu'ils sachent y faire face, puisque c'est inévitable. Il est inévitable d'être agressé verbalement. Inévitable. Il n'y a aucun adulte, dans aucune formation que j'ai fait, j'ai posé la question, je ne sais pas, à plus de 500 personnes que j'ai formées, personne ne m'a jamais répondu, moi, à la question suivante qui est, est-ce que quelqu'un parmi vous n'a jamais été agressé verbalement?
Est-ce que quelqu'un parmi vous n'a jamais été, on lui a jamais mal parlé? Non, mais tout le monde. Ça arrivera forcément aux enfants. Donc c'est une excellente raison de les équiper. Et la deuxième bonne raison de les équiper, c'est qu'on peut y faire quelque chose. Je ne peux pas y faire quelque chose si je sors dans la rue et qu'il y a un type 2 fois plus grand et 2 fois plus costaud que moi qui me tape dessus. Je peux rien y faire. Je suis innocent, bien sûr, de cette attaque, mais je suis aussi totalement impuissant. Par contre, si vous m'insultez, je suis innocent, parce que je ne vous ai pas demandé de le faire, mais je suis impuissant, je ne suis pas impuissant. J'ai une marge de manœuvre, et pour moi, ça, c'est extrêmement important. J'ai une marge de manœuvre là-dessus. Voilà. Euh, donc, du coup, bah, ça, c'est ce que je vous ai dit au début, pardon. Même ceux qui ne sont pas d'accord entre eux s'accordent au moins sur le caractère répétitif. Donc, c'est une relation qui s'installe. Le sentiment qui domine dans cette relation, c'est le sentiment d'impuissance du côté de la victime. Et donc, mon idée, c'était comment faire sortir une victime de son impuissance dans cette relation. Le meilleur moyen de faire sortir une victime de son impuissance, ben, c'est qu'elle réalise qu'elle est dans une relation, qu'elle réalise ce qui a alimenté cette relation et qu'elle puisse changer son comportement. Et c'est très important. Alors, bien sûr, ce n'est pas une solution, comment dire, euh, explicitement morale, dans le sens où la morale voudrait que la victime, qui est innocente, je le répète et je le maintiens, la victime ne soit pas celle à qui on demande le changement. C'est quand même celui qui a causé le problème qui devrait réparer sa bêtise. Certes, sauf qu'il ne veut pas travailler. Il ne veut pas changer, il est sûr d'être dans son bon droit. Alors que nous avons avec nous une victime qui est quelqu'un qui a très très envie que ça change, qui a une motivation énorme pour que ça change, qui en plus a une marge de manœuvre et qui a très très envie d'apprendre aussi. Elle a envie que ça change et si on lui dit qu'il y a une solution, ben, elle a très très envie d'apprendre. Donc c'est tous les problèmes de violence relationnelle que vous pouvez connaître par ailleurs, j'en sais rien, quelqu'un qui vient vous voir parce que son conjoint le maltraite, parce que son parent le maltraite, parce que son enfant le maltraite, ben, vous allez travailler avec la personne qui est avec vous, qui a envie de changer et qui peut faire bouger la relation. Parce que quand un des deux bouge, la relation bouge. On fait ça pour tout. Et c'est vrai que par contre, que quand, et ça ne choque pas les gens, quand on dit aux gens ça, ça choque pas trop les gens, alors, sauf quand on parle des enfants. Et quand on parle des enfants, alors il faudrait que ça se passe différemment. Eh bien, c'est pareil, et pour moi, il est temps de leur apprendre. Alors, il y a aussi des approches qui visent à changer la victime, pas tout à fait de la même manière que moi je le propose. Donc, ces approches-là qui sont OK avec l'idée qu'il faut changer la victime, seront totalement d'accord sur le constat. On fera le même constat, plutôt c'est moi qui ferai le même constat que d'autres gens, puisqu'il y a des gens qui y travaillent depuis bien plus longtemps que moi et qui le disent. D'accord? Donc, et il y a des personnes qui ont tenu l'idée qu'il fallait apprendre aux enfants notamment à contre-attaquer. Et c'est ce que j'ai fait beaucoup, moi, au début. J'ai beaucoup voulu leur apprendre à contre-attaquer. Et il y avait quelque chose de gênant là-dedans qui était un petit peu insatisfaisant pour moi. Il y avait des difficultés intrinsèques à contre-attaquer. C'est-à-dire que pour trouver une bonne contre-attaque et pour apprendre aux enfants à bien contre-attaquer, il faut être quand même assez créatif. Il faut dépasser l'inhibition. Les enfants sont très inhibés, ils sont intimidés, ils sont refermés sur eux-mêmes et c'est très difficile de les rendre offensifs, agressifs. En plus de ça, il faudrait s'assurer de la réussite de la contre-attaque. Vous imaginez bien que si je suis la risée de la cour et que le lendemain je contre-attaque et que ma contre-attaque échoue, je serai encore plus la risée de la cour. Et puis bien sûr, il y a le risque de représailles et de vengeance. De ce côté-là, pour moi, il n'y a absolument aucune différence si je punis l'agresseur moi-même ou si je punis l'agresseur par le biais d'un adulte. Dans les deux cas, je déclenche une envie de vengeance, quoi qu'il arrive, et c'est un vrai risque pour les enfants qui n'ont pas très envie d'entrer dans ce jeu-là de la loi du plus fort. Et pour moi, la principale difficulté, entre guillemets, systémique, est celle-ci, c'est qu'on ne change pas de niveau logique quand on contre-attaque. Si quelqu'un est très en colère contre moi et qu'il m'attaque, si moi, en retour, je suis très en colère contre lui et je le contre-attaque, je n'ai pas changé de niveau logique. Je suis au niveau de l'agression et de part et d'autre. Je suis au niveau de l'agression et c'est lui qui a décidé des règles. Quand bien même je mène une contre-attaque qui réussit et qui lui cloue le bec, malgré ça, c'est quand même lui qui a édicté les règles. Il m'a dit, ici, c'est la loi du plus fort. Et en gros, sur le plan analogique, je lui ai répondu, c'est vrai, c'est la loi du plus fort. Simplement, aujourd'hui, c'est moi le plus fort. Voilà. Et en plus, ce qui peut se passer, c'est effectivement, comme vous l'aurez compris, de créer des victimes de ma contre-attaque, qui vont vouloir se venger pour les mêmes motifs, qui sont ceux de la colère. Donc la colère, on dit qu'elle est bien mauvaise conseillère. Sur le plan du harcèlement, c'est même ce qui alimente le feu. C'est ce qui alimente le feu chez l'agresseur et c'est ce qui alimente le feu chez la victime. Soit la victime a une sorte de colère sourde qui devient un sentiment d'impuissance, mais qui en fait, l'impuissance dissimule assez mal une colère extrêmement violente, colère qui peut se retourner contre soi-même puisqu'on peut être très en colère contre soi de notre propre impuissance, et c'est ce qui déclenche les idées de suicide.
soit une colère qui devient une vengeance, et cette vengeance, alimentée par la colère, ne règle pas le problème, elle peut l'aggraver. Et donc voilà pourquoi un certain nombre d'approches avaient tout un côté séduisant et un côté qui me dérangeait un peu. Je tiens à dire malgré tout que toutes ces approches peuvent, d'une manière ou d'une autre, fonctionner. C'est-à-dire même les approches punitives que j'ai critiquées vertement, et même parfois bien plus vertement qu'aujourd'hui, je ne dis pas qu'elles marchent jamais. Hein. Il y a des enfants qui peuvent être très intimidés par la punition et puis s'arrêter, ça existe. Je ne dis pas que ça marche jamais, mais je dis que quand ça ne marche pas, ça empire. Voilà. Et pour moi, c'est ça un petit peu la logique de la systémie. C'est-à-dire que dans la vraie vie, les solutions de type 1, enfin les changements de type 1, ça peut marcher. Je veux dire, il peut arriver qu'on fasse face à un problème, que quelqu'un soit anxieux, on lui disait calme-toi un peu, et puis que ça marche. Le problème, c'est quand ça marche pas, dire à un anxieux calme-toi, 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 ça l'aggrave. Donc le problème n'est pas que ça marche pas. Le problème, c'est quand ça marche pas, c'est pire. Voilà. Alors, et donc c'est ça l'idée du harcèlement. Comment fonctionne le harcèlement? Bah, le harcèlement, c'est simple, hein, ça continue parce que ça marche. Ça continue parce que ça marche. Euh, Qu'est-ce que cherche l'agresseur? Il cherche à m'affecter, il cherche à m'atteindre, il cherche à rire de moi, il cherche à se dire, bah tiens, décidément, celui-là, il se prend les pieds dans le tapis. euh, et ça peut même devenir drôle. Et il ne faut pas stigmatiser, à mon avis, les agresseurs qui rigolent du malheur de leur victime, puisque finalement, nous sommes tous un peu comme ça. Souvent, je dis, le harcèlement, ça continuera tant que l'un d'entre nous rira de quelqu'un qui glisse sur une peau de banane. Voilà, quelqu'un qui glisse sur une peau de banane, ça va nous faire rire. Quelqu'un dans un bêtisier qui se ridiculise et qui tombe, etc., ça va nous faire rire. Bah, c'est un petit peu la même chose. L'agresseur rigole de l'agressé qui se prend les pieds dans le tapis. Il rigole du contrôle qu'il exerce sur les émotions de l'autre. Plus l'agressé montre qu'il est affecté, plus l'agresseur a gagné, comme dans une machine à sous. Et quand vous mettez des pièces dans une machine à sous et qu'il y a des pièces qui sortent, ben, votre réflexe, c'est d'en remettre. Alors, comment fait-il l'agressé? Donc, j'en arrive à ce qui alimente tout ça. Comment fait-il l'agressé pour montrer que ça marche? Alors, pour aider les enfants, et pas que les enfants, à retenir, j'ai essayé de trouver un acronyme facile à retenir. Donc, ce sera ABCDE. Les réactions ABCDE alimentent en fait le harcèlement. Alimente en fait le harcèlement. C'est que des verbes. Donc A, c'est comme arrête. À chaque fois que je dis à mon agresseur d'arrêter, quelle que soit la manière dont je dis d'arrêter. Arrête, c'est méchant. Arrête, c'est du harcèlement. Arrête, t'as pas le droit. Arrête, je souffre. Arrête, t'es ridicule. Arrête, c'est faux. Quelle que soit la manière dont je le dis, si je lui dis d'arrêter, je lui ai quand même fait passer le message que j'étais à temps. B, c'est bouder. Ça, c'est quand on dit aux gens, ignore-les, fais comme s'ils t'avaient rien dit. Alors, ça marche très mal, hein. Quand vous ignorez quelqu'un, c'est que vraiment vous êtes affecté par ce qu'il dit. Et puis en plus, les enfants savent très très mal ignorer. Quand on leur dit d'ignorer, en général, ils boudent et ça marche pas du tout. Si vous m'insultez, si vous me dites, mais t'es vraiment ridicule, et que moi, je vous fais la gueule, je m'en fous de ce que tu dis, j'en ai rien à faire, la bave du crapaud, je m'en fous. Ben, vous allez tout de suite voir que je suis affecté et donc c'est que ça aura quand même marché. Le C, c'est la contre-attaque. Je ne contre-attaque pas si je ne me sens pas attaqué. Voilà, donc si je contre-attaque, c'est que ça m'a embêté ce que vous avez fait. Donc ça marche, donc il continue. Le D, c'est la dénonciation. Vous ne dénoncez que les gens qui vous embêtent. Dénoncer, c'est extrêmement agressif envers quelqu'un. Et ça, tout le monde le sait parce que personne n'aime être dénoncé. C'est vraiment une des pires choses qu'on peut nous faire. Si vous réfléchissez, si vous faites une erreur dans votre travail, est-ce que vous préférez qu'un collègue vienne vous le dire ou est-ce que vous préférez qu'il aille voir le patron d'abord? En général, on choisit la première option. Si vous faites du bruit dans votre immeuble, est-ce que vous préférez que votre voisin vienne toquer à votre porte ou qu'il appelle d'abord la police? En général, vous préférez la première option, même si la discussion va être fortement désagréable avec votre voisin. Malgré ça, vous préférez qu'être dénoncé. Dénoncer, c'est extrêmement violent. Et puis, il y a le E qui est éviter. Alors, c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont tellement peu de ressources, ils ne savent pas quoi faire, ils partent en courant. Bien évidemment, si à chaque fois que vous vous approchez de moi, je pars en courant, vous allez savoir que je suis affecté. Si vous faites du ABCDE, vous dites à votre interlocuteur, je suis affecté. Et si c'est ce qu'il cherchait, il recommencera. Voilà, il faut être très clair avec ça. Il y a trois raisons pour lesquelles on se fait agresser. Et celle qui m'embête le plus, c'est la troisième. Et c'est celle dans laquelle le fait d'être affecté va aggraver votre problème. La première raison d'être affecté, c'est la domination.
La domination, c'est montrer que je suis supérieur. C'est vouloir dominer socialement la cour d'école, être le mâle alpha du groupe. Et c'est toutes les formes de harcèlement qui vont se manifester sous la forme d'insultes, d'injures, de comparaisons. T'es moche, t'es nul, t'es bête, t'es gros, t'es vilain, t'es roux, t'es mal habillé, t'es pauvre, t'es ceci, tu es cela. Euh, voilà. Ça, c'est la domination. Je suis supérieur à toi, j'essaie de te rabaisser. L'autre, c'est l'humour. J'essaye de rire. Donc, la motivation n'est pas de vous rabaisser, la motivation est de rire à vos dépens. Et la troisième raison d'harceler les autres, c'est la victimisation. Donc, domination, humour, victimisation. Et la victimisation, c'est quand j'harcèle quelqu'un parce que je me sens en fait victime de lui. Je suis fâché contre lui. Il a fait quelque chose. Il a dit quelque chose. Je suis fâché à tort ou à raison. J'ai peut-être tort d'être fâché, mais je suis fâché contre lui. Ou alors je suis jaloux. Vous voyez, c'est le gamin intelligent qui va se faire insulter et traiter d'intello. C'est la fille un peu jolie, un peu qui a des aventures avec les garçons et qui va se prendre des insultes sexistes que je vous épargne, je vais essayer de pas trop dire de gros mots. C'est à chaque fois qu'on se fait, c'est même aussi parfois les allusions racistes, homophobes, etc., qui sont en fait une manière de dire, toi, avec ta minorité, ta différence, tu nous victimises, tu nous envahis, tu nous fais du mal. Mais ça peut être tout simplement d'être fâché contre l'autre. Et c'est particulièrement insidieux parce que c'est dur à comprendre, hein. Vous êtes victime de quelqu'un et en fait, celui en face de vous, il a une mentalité de victime aussi. Bah, vous ne le voyez pas, vous vous dites c'est un agresseur. Mais c'est un agresseur qui se sent en fait victime. Donc il y a deux victimes dans l'état d'esprit. Une qui a cette impuissance et cette colère contre soi-même, et une qui a cette colère contre l'autre. Mais c'est la même histoire. C'est la même histoire. Et c'est particulièrement dangereux parce que quand vous vous sentez victime et que vous voulez vous venger, vous vous sentez légitime à faire du mal et à faire plus de mal que ce qu'on vous a fait. Du coup, quand on y réfléchit, c'est quoi la différence entre un harceleur et une victime? Ben, les harceleurs, ils veulent du pouvoir, ils veulent du respect, ils veulent de la popularité, puis ils veulent s'amuser à énerver les autres. Quant aux victimes, elles veulent du pouvoir aussi, pourquoi pas, tout le monde en veut, du respect, tout le monde en veut, de la popularité, tout le monde en veut. Elles veulent qu'on arrête de les embêter, et puis elles veulent se venger. Et donc, en fait, la colère, la haine, la vengeance, ce sont des sentiments de victime, pas des sentiments d'agresseur. Ça ne veut pas dire grand-chose, un sentiment d'agresseur. D'accord? Donc, ce qui est très, très, très intéressant dans cette affaire, et c'est pour ça que je disais de quoi le harceleur est-il victime? Un harceleur particulièrement compliqué pour les autres, c'est quelqu'un qui a un comportement d'harceleur et une mentalité de victime. Si vous avez une mentalité de victime et un comportement d'agresseur, vous avez tout perdu. Vous avez une mentalité terrible, vous vous sentez victime des autres, c'est vraiment, vraiment douloureux. Et vous avez un comportement d'agresseur, vous prenez des risques. Donc vous avez tout perdu. D'accord? Mais c'est vraiment, vraiment des attitudes qui témoignent d'une mentalité de victime. On est en colère quand on nous fait quelque chose. On déteste quand on se sent victimisé. On veut se venger des gens qui nous font du mal. La colère, la haine et la revanche sont des attitudes de victime et c'est pour ça que cette partie de la recherche qui viserait à étiqueter les harceleurs et leur donner une espèce de psychopathologie de psychopathe, non seulement ça tient pas à la route statistiquement, il y a beaucoup trop d'harceleurs pour qu'il y ait autant de psychopathes, mais surtout, ça passe à côté complètement de cette idée que, eh ben, en fait, il y a deux victimes qui sont en interaction l'une avec l'autre. Et si on ne comprend pas ça, on a du mal à s'en sortir en vérité. Et c'est comme ça qu'on va désescalader la violence. Donc, d'ailleurs, j'aime bien cette phrase, c'est un historien, lui, Gene Sharp, que j'apprécie beaucoup et qui a étudié toute sa vie, toute sa carrière, il a étudié les révolutions non violentes. Et il a cette phrase que je trouve intéressante. Alors, il parle des conflits, des guerres, des répressions. Il ne parle pas de harcèlement scolaire. Mais enfin, je trouve que ça s'applique bien. La violence est utilisée, du moins c'est ainsi que les choses sont souvent ressenties, pour promouvoir et défendre tout ce qui est considéré comme bon et valable. Donc effectivement, quelqu'un qui exerce de la violence, il est convaincu que ce qu'il fait est bon et valable. Toujours. Que ce soit la violence exercée par les punitions, que ce soit la violence exercée par ceux qui se vengent, peu importe, tout le monde croit que c'est valable quand il exerce de la violence. Vous pouvez y aller dans tous les contextes, c'est souvent le cas. Et c'est un peu ça qui nous donne aussi une clé pour nous en sortir de faire autre chose dans notre comportement que ces réactions de colère, d'accord? Parce que ce qu'on nous propose, c'est de la colère face à la colère. Le harceleur déteste sa victime. En retour, on propose d'infliger des sanctions. C'est quoi les sanctions et les punitions? C'est des manifestations usuelles de colère sur le plan analogique. Et comme si la seule opposition à la colère, c'était la complaisance. Donc soit je me mets en colère contre celui qui est en colère et je lui fais du mal parce qu'il m'a fait du mal, soit sinon,
À chaque fois que je dis qu'il faut passer par autre chose, on me dit, ah, mais vous êtes complaisant avec les harceleurs. Je ne suis pas complaisant avec les harceleurs en ayant remarqué qu'ils ont une mentalité de victime. Il ne s'agit pas de les plaindre. D'ailleurs, c'est une mauvaise chose, ça ne se passe pas bien. Et si on change de niveau logique, on se comporte autrement avec eux. Du coup, bah voilà, j'avais déjà mis un merci pour votre attention, mais en fait, juste pour en dire un mot, par rapport à ce que je dis sur le jeu de l'idiot, c'est d'avoir des réactions qui ne vont pas susciter de la colère. Et c'est ça qui va faire redescendre les choses. Parce que la première chose à laquelle on s'attend, c'est des réactions que l'on pourrait avoir face à des gens avec qui on est en colère. Si vous regardez tout mon ABCDE, c'est des choses qu'on fait. Alors, les enfants, je leur parle pas de colère et machin. Je leur parle d'amis et d'ennemis. Comme ça, ils comprennent bien. Mais dire à quelqu'un d'arrêter, arrête de faire ce que tu fais, c'est pas quelque chose qu'on dit à nos amis ou aux gens qui nous font du bien. Bouder, c'est pas quelque chose qu'on fait à nos amis. Contre-attaquer, c'est pas quelque chose qu'on fait à nos amis. Dénoncer, c'est pas quelque chose qu'on fait à nos amis. Éviter, c'est pas quelque chose qu'on fait à nos amis. Donc si l'autre arrive en se présentant comme ton ennemi, en t'insultant, et que toi en retour, tu as des réactions d'ennemi, tu lui as confirmé que vous étiez bien des ennemis. Et là, il peut y aller. Il peut y aller. Et ça va alimenter la colère de part et d'autre. Toi, ça t'a énervé qui t'insulte. Et lui, il a eu en face des réactions d'ennemis. Et donc, ça ne peut qu'alimenter le feu. Tu essayes d'éteindre le feu avec de l'essence. Donc, ça ne marchera pas. Et donc, bizarrement, la seule chose qui est déstabilisante, c'est de changer de niveau logique et d'amener des réactions, bizarrement, qu'on aurait avec nos amis et pas avec nos ennemis. Donc, c'est pour ça que si quelqu'un me dit, hey, toi, t'es moche, t'es trop moche, et que je réponds, et toi, alors, t'as pas vu ta gueule, ça va pas très bien marcher. Mais parce que je l'aurais fait à un ennemi. Mais s'il me dit, bah, toi, t'es moche, et je lui dis, ah bon, tu trouves? Vraiment? Ah, mais carrément moche à ce point? Vous voyez, si quelqu'un me dit, tes vêtements sont horribles, t'es vraiment des vêtements affreux, et si c'est un ennemi, je vais lui dire, bah, et attends, j'ai des vêtements affreux, pas du tout, t'as pas à me critiquer, arrête un peu de me dire ça, et puis toi aussi, t'es pas très bien habillé. Mais si j'ai des réactions que j'aurais comme avec un ami qui me dirait que mes vêtements sont moches, je lui répondrais comment? Donc imaginez que mon harceleur s'approche et qu'il me dit, c'est quoi ces vêtements? Mais t'as vu, c'est horrible en fait. Et que je réponde, ah bon, t'aimes pas? Ah, c'est marrant, moi j'aime bien. Ok, non, mais je comprends, toi t'aurais pas envie de porter ça. Quoique j'adore ton t-shirt en vrai, hein. Et vraiment bien, je sais pas où tu l'as acheté. Mais vous voyez, cette réaction-là, en changeant de niveau logique, alors c'est un tout petit extrait, j'ai pas le temps d'entrer dans toute la méthode, mais ça montre qu'on fait un changement de niveau qui est pas très compliqué à faire, que les enfants comprennent assez facilement parce qu'on le fait sous forme de jeu. Et c'est la seule réaction qui déstabilise réellement l'agresseur. On est déstabilisé et on change le niveau relationnel que quand on a un truc qui est déstabilisant, qui est inhabituel. Et quand on fait ce truc-là qui est inhabituel, parce que le ABCDE est habituel, c'est complètement les réactions attendues. Si on fait une réaction qui n'est pas attendue, on déstabilise l'autre et en plus de ça, on met en route une interaction qui ne suscite pas de la colère. Et donc en fait, on finit par désescalader la violence ça prend. Et en désescaladant la violence, le harcèlement se calme et on ne se retrouve pas dans cette posture de vengeur. Et en fait, la colère s'apaise du côté de l'agresseur parce qu'au bout d'un moment, il a une victime pas du tout intéressante à embêter, donc il arrête. Un peu comme une machine à sous qui sortirait pas de pièces, au bout d'un moment, vous iriez voir ailleurs. Et puis de son côté, il a moins de colère contre lui-même parce qu'il ne se sent pas impuissant, parce qu'il voit les choses se calmer. Et puis c'est lui qui l'a fait. Voilà, alors ça nécite quelques recadrages, quelques remises en place, ça nécite quelques jeux, quelques apprentissages de règles. Mais ça se fait très bien. Voilà. Donc je voulais juste montrer effectivement au travers de cette intervention euh, que je pense que l'angle de la colère est vraiment intéressant à observer et de voir si on alimente la colère ou si on essaie d'apaiser la colère. Et en essayant d'apaiser la colère, on change un petit peu on change un petit peu de niveau. Voilà, je fais pas de pub, hein, je cite aucune formation, machin, tout ça, bidule. Je donne des cours à l'acte. Je dis juste parce que c'est juste l'actualité. Le bouquin, j'ai eu la chance d'avoir la possibilité de faire une seconde édition. Donc j'ai rajouté un petit bout de chapitre, si jamais. Et ça vient juste de sortir. Voilà. Mais sinon, si vous cherchez des ressources gratuites sur ce sujet, sur lejeudel'idiot.com, vous verrez pas mal de vidéos, de podcasts, etc., qui vous donneront un peu plus d'infos que ce qu'il était possible de faire en, allez, 40 minutes. Voilà.